partage notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Je me présente Handsome GF à l'animation aujourd'hui, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Comment ça va, Blondin? Ça va très bien, très bien. Et toi? Super. T'es-tu nerveux pour le week-end prochain? Ça va être fou. Ah, hein? J'ai commandé là, une blouse léopard. C'était pas pour un de tes amis? Oui. T'avais marqué ça? Oui, mais c'était une blague, Marc. Ah! Écoute, je vais être en personnage aux abords du ringside avec toi pour analyser pendant que tu vas décrire l'action pour Rébellion de Impact Wrestling. Hey, ouais, ça s'en vient. Oui, vraiment. Dans quelques jours! Aujourd'hui, notre sujet à l'émission, le marché de Montréal. Un marché qui est spécial. Pourquoi tu voulais parler de ça, Blondin? Écoute, toutes les années que j'ai rencontré des lutteurs, des gens impliqués à l'extérieur de Montréal, bien sûr, que ce soit quand j'étais dans les différentes fédérations, les entrevues, tout ça, quand je disais aux gens que je venais de Montréal, il y avait comme « Oh, wow, Montréal, c'est quelque chose ». C'est un des marchés qui a été jusqu'à... Écoute, un des derniers gros marchés avec New York, Los Angeles. Et ça a toujours été... Écoute, dans mon temps, il venait presque aux 3 semaines. T'imagines-tu avoir le WWE ici aux 3 semaines? C'était ça dans mon temps. C'était incroyable. Là. Excuse, je t'ai volé ton mot. Mais le marché de Montréal, c'est quelque chose de bien. Et souvent, je le dis, grâce à toi, tu m'as fait découvrir 83 Weeks with Eric Bischoff. Yes. Et à un moment donné, je suis en train de m'entraîner, je l'écoute, puis il parle du marché de Montréal, comment que c'est un marché exceptionnel. Je tenais de dire incroyable. Je vends ton T-shirt bien de trop. On est en rupture de stock. Mais c'est fou, hein, ça s'est vendu C'est comme débile. des petits pains chauds. Le monde capote. On salue nos amis de la France. Oui, exactement. Faudrait que tu dis, les gens sont préservatifs. Les préservatifs? Aujourd'hui, tout le monde dit oui. Au lieu de dire capote. Hé, baba! Alors, ce que je disais, c'est que Bischoff, il en parle et je me suis dit, waouh, c'est vrai, il faut faire un épisode. Donc, Louis Laurence, qui est un lutteur, écoute, des années 70, qui a une tête puis qui dit vraiment ce qu'il pense. Il est spécial, il est le fun. Écoute, l'historien, justement, lui, il n'est pas toujours d'accord. Louis, là, il n'est pas toujours d'accord avec l'historien Pat Laprade. Patrick Laprade. Oui, Patrick. L'historien, c'est Patrick. Exactement. Il ne m'a pas dit son nom, mais j'ai senti que c'était ça. Oh, ça va être bon, ça. Et Pat Laprade, Patrick nous donne les détails aussi à partir de la WWF jusqu'à aujourd'hui. Et pour ce qui est de Bertrand Hébert, lui, il nous amène, écoute, juste en arrière, 1900. Les années au début du siècle, 1900. Puis c'était le fun parce que ça va me permettre d'avoir un sujet à discuter avec Pierre Gauthier. Ben il oui. était là, lui. Ben oui, il a vécu ça, lui. Il a vécu en noir ça et en blanc. 1900. Hey, boy! Non, il n'y avait même pas de blanc, c'était juste en noir. Oh, ça va être fort intéressant. Donc, après la pause, on débute la cascade d'entrevues. Oui, on débute ça après la pause, le marché de Montréal. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de M. Fun est prêt à vous servir pour une 38e année.
MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 Le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. That was a blast, by the way. We were in Montreal, which is a phenomenal wrestling town. I'm sure Bruce has told you many times. Montreal and Toronto, Montreal in particular. Toronto's great. Montreal's outstanding. The crowd just went batshit. And to have that kind of memory in my notebook of memories in professional wrestling, right up there with Chuck and Billy and some of the other things I've done. It was a real high spot for me. Alors, on vient d'entendre Eric Bischoff. J'ai pris ça sur 83 Weeks with Eric Bischoff, qui est son podcast hebdomadaire. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il dit comment que Montréal, les gens à Montréal, le public, les fans de lutte sont tellement en haut, là, une coche en avance de tout le monde. Là. C'est des souvenirs incroyables pour lui de parler de Montréal. Maintenant, le prochain invité, justement, pour parler du marché de Montréal dans le monde de la lutte, Louis Laurence, qui a été surnommé, c'est un gars qui a été lutteur. Il a travaillé, quand les gars parlent de l'office, là, il travaillait dans l'administration avant le côté avant WWF qu'on connaît pas mal tous. Et il nous donne un peu de détails sur le marché, comment c'était. Il parle entre autres de Sherbrooke et tout ça, avant la venue là, des grosses fédérations. On écoute le fermier Louis Laurence. Je veux que tu me parles du marché de Montréal. Aujourd'hui, Montréal est un marché, je pense, comme tous les autres, parce qu'il reste la WWE qui vient de temps en temps. Moi, dans le temps, quand j'ai commencé, il venait à chaque mois. Il y avait beaucoup de vedettes à Montréal. Le marché de Montréal, dans le monde de la lutte, ça dit quoi à Louis Laurence? Moi, je te dirais que j'ai un fantasme, on pourrait dire. J'aimerais ça qu'une compagnie reparte comme c'était avant. Parce qu'il y a un potentiel. Parce que le monde, n'importe quel World Wrestling, cette affaire-là, ils payent les gars tellement cher qu'ils viennent juste à Montréal. Ils n'ont pas le temps d'aller à Saint-Jérôme à 2000 personnes. Mais dans notre époque, on avait des locales. Les gars avaient leur maison, avaient leur petite famille. On pouvait aller là. Moi, j'allais à Saint-Jérôme, ça donnait, je sais pas, 150 piastres un soir. J'étais bien content. Là, on parle de 40 ans. Là, on parle Ben oui. Tu viens chez vous. Puis je pense aujourd'hui qu'on a le potentiel pour ouvrir une compagnie. Ça prend juste l'argent et le poste. Toi, tu l'as fait. Puis ça, je ne sais pas, ça n'a pas marché. C'est parce qu'on dépense trop d'argent avec les Américains. Eux autres, ils l'ont l'affaire, les Américains. On a le potentiel ici de faire notre propre petite affaire, mais tout le monde veut... Regarde, t'as Jacques Rougeau sur son bord. Ah, je veux faire ma gang. Tout le monde veut être la vedette. Oui, c'est ça. Si y a quelqu'un qui se réveillerait, tu dirais, ensemble. Mais là, dans mon temps, nous autres, c'était de faire équiper le monde. Là, aujourd'hui, tout le monde veut être la vedette. Tout le monde est champion. C'est... Parce qu'on a le potentiel à Montréal. Parce que partout ce que je vois, on m'en parle encore. Ben, tu sais, quand tu me disais tantôt dans l'entrevue que tu allais du côté du Vermont, tu allais souvent en Ontario, puis tout, le marché de Montréal était un marché aussi captivant que celui de Calgary pouvait l'être dans ce temps-là? Oui, parce que moi, j'ai été deux périodes différentes. Là. Puis à Calgary, on en parle, mais c'était pas... il n'y avait pas du Paul Sauvé là-bas. Le pavillon, c'était bien plus petit. On luttait au pavillon. Donc, à Calgary, on allait à Edmonton. Puis les villes, on avait Calgary, on avait Edmonton qui était régulier. Un, c'était le vendredi. L'autre, c'était le samedi. Puis le dimanche, c'était un spot show à différentes places. Après ça, on descendait, on allait à Regina. Écoute,
on faisait juste des grosses villes, puis à Regina, s'il y avait de 1500, 2000 personnes, c'était beau. On arrêtait à Saskatoon, Regina, on faisait une coupe de ville. Calgary, la réputation est surfaite de là-bas, parce que Montréal, c'était bien plus fort que là-bas, c'était bien plus gros. Ah oui, ah oui. Mais on avait des salaires garantis, puis c'était toujours les mêmes places, mais c'était pas des arénas, c'était des salles. Hein? Des salles. Oui, mais tu sais, quand ils font des encans, là, de chevaux, là, c'est fait, puis tu es dans le milieu. Là, parce que des fois, on luttait à des places, là, ça sentait, je sais pas, il passer. Ça sentait le fermier. Oui, puis ils payaient le transport. On faisait des 500 000 avant d'aller. Au Québec, c'était pas ça. Quand tu avais fait 500 000, tu étais rendu en Gaspésie. On avait fait. Non, puis même Ian Hodgkinson, Mike Piro m'a demandé s'il pouvait ouvrir le territoire et tout ça. Mais comme j'ai dit, ça prend de l'argent. Ça prend quelqu'un qui a de l'argent en gloss, tu sais, parce que je pense qu'il y a un potentiel à faire ici. Mais il faudrait. Tu as tous les lutteurs, tu les as ici, tu les as. Écoute, je le sais. Nous autres, quand on l'a fait, on avait un invité qui était à la fin de sa carrière, qui venait soit Demolition, soit Duggan, puis tout ça. Mais tout le reste, c'était du local. Puis, mais vendre les billets si tu n'as pas de TV. C'est la TV. C'est la TV. Puis nous autres, on avait. Ils n'ont pas d'intérêt, les TV. Écoute, moi, on est passé à ça d'un deal avec ce qui s'appelait V, là, qui s'appelle Nouveau aujourd'hui. Là. Puis si on avait eu ça, on aurait passé. Mais si tu n'as pas ça, tu ne passes pas. J'étais jaloux un peu quand tu as parti ton affaire. Quand on dit jaloux. Moi, je n'aurais pas fait ça comme c'était fait, mais je ne sais pas qui remet la business, qui programmait. Parce que moi, j'ai appris la lutte, puis je suis sûr qu'on pourrait faire la même chose. C'est que quand un gars embarque sur l'arène, tu ne sais pas s'il va gagner. Dans le sens que il faut que tu joues avec le brain. Tu sais, quand tu manges Jacques Rougeau, sa compagnie, puis tu savais qu'Rougeau, il plantait tout le monde. Moi, je n'ai pas appris la lutte de même. J'ai appris la lutte que le monde doute de qui va gagner. Quand il doute, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est toujours la psychologie du booker. Puis on a eu des bookers à TOW, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas juste les bookers, c'est les lutteurs. Si les lutteurs ils veulent pas perdre. Puis... Écoute, ils ont de la misère à brosser un œuf, mais ils veulent tuer Hulk Hogan. Tu sais. Non, mais tu vois, un préliminaire est aussi important qu'un finaliste. Parce que si tu mets un finaliste, c'est beau, mais il faut qu'il y ait d'autres choses. Parce que le monde va dire c'est pas trop cher avec un match. Il faut que tu aies du monde. Dans ces gars-là, il faut que tu en aies de toutes les sortes. Mais là, le premier match, c'est une philosophie. Le deuxième match, c'est une deuxième philosophie. Si le premier match, parce que moi, je me souviens, j'ai fait une coupe de boucle. Puis je dis au gars, toi, là, tu fais le premier match avec un tel, puis je ne veux pas te voir sortir du ring. Non. Parce que si tu arraches la tête au premier match, qu'est-ce que tu vas faire au dernier match? Tu vas être obligé d'arracher la tête à tout le monde. Je ne sais pas si tu comprends la. Oui. C'est que tu luttes, c'est plate, on s'en fout. On veut que le monde dise ça commence à être meilleur. Puis la finale, ben lui, c'est ce qui arrivait avec Abdullah the Butcher. Il avait tout cuit dans le bec. Parce que Abdullah the Butcher, si tu repasses ses films, là, il n'a jamais fait une prise de lutte de sa vie. Il n'a jamais fait une prise de lutte. Non, lui, il embarquait. Parce que les préliminaires, les gars, avaient fait leur job. Alors, c'est Louis Laurence qui nous parlait, entre autres, comment ça se passait dans le temps, les différents marchés et aussi les anecdotes avec Abdullah the Butcher. Et restez la semaine prochaine accrochés au personnage qui est le fermier Louis Laurence, car on l'aura dans le prochain épisode avec plus de détails sur sa carrière. Maintenant, quand tu parles d'histoire,
c'est sûr qu'on pense à Bertrand Hébert et on pense à Pat Laprade. Et Bertrand, il est allé chercher. Mais chercher ça loin, vous allez voir, le marché de Montréal a débuté bien avant les années 80, bien avant les années 70. On écoute mon chum, Bert Hébert. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bitter Messieurs, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Mesdames Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y Mesdames Messieurs ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB pour Noire et Blanche, micro@commercial@gmail.com. Cheers! Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, comme invité, nul autre que Bertrand Hébert, un homme généreux, comme il n'y en a pas deux, toujours prêt à accepter l'invitation du CIM. Écoute, j'espère que tu déclares tout l'argent qu'on te donne aux impôts. Sans faute. Dis-moi, Bert, j'étais intrigué par, est-ce qu'on peut dire, la perte de notoriété du marché de Montréal dans les dernières décennies. Dans le temps que j'ai commencé à la WWF, au moins 12 fois par année, la grosse compagnie venait au forum, c'était régulier, c'était pas mal toujours plein. C'est parti de où que le marché de Montréal était un marché important pour la lutte professionnelle? Écoute, ça remonte à très, très loin. Et on va se limiter au début des années 1900 là, parce que la lutte, quand même, commence à Montréal un peu avant ça. Là. Même Louis Cyr va tremper dans le monde de la lutte en étant un homme fort. T'as-tu dit au début des années 1900? Oui. Le marché de Montréal était important à cette date-là? Oui, parce qu'à ce moment-là, on a même le propriétaire des Canadiens qui est le promoteur de lutte, George Kennedy. On organise à Montréal des combats entre les deux plus grandes attractions là, dès 1905, entre Frank Gotch et George Hackenschmidt, qui vont attirer et avoir beaucoup de succès. Donc, d'aussi loin que là, la lutte est populaire à Montréal, vont suivre là, des Français là, comme Henri Deglan et Émile Maupas. Émile Maupas, d'ailleurs, qui va devenir, si on veut, on peut l'appeler le père un peu de la lutte au Québec dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il va devenir entraîneur de lutte et il va entraîner, entre autres, Yvon Robert Senior. Et c'est là vraiment que la lutte, 1939 à 1964 environ, va devenir ce qu'elle allait devenir. C'est-à-dire pratiquement aussi populaire que le hockey, et avec un Yvon Robert qui arrive bon deuxième derrière Maurice Richard dans les héros locaux. Cette période-là est une période glorieuse avec Eddie Quinn comme promoteur. On va remplir le forum. Il y a de la lutte un peu partout en ville. Il y a de la lutte pratiquement 7 jours semaine. Ce qu'on appelle lutte versus... La grande lutte, c'était le forum. C'était le grand promoteur Eddie Quinn. Et là, il y avait toutes sortes de promoteurs qui avaient pignon sur rue à divers salles, petites salles, un peu comme aujourd'hui. C'était pas des sous-sols d'église, mais c'était des plus petites salles, puis il y avait de la lutte régulièrement. La lutte est excessivement populaire. Il n'y a pas encore la télé. Ça fait partie un peu de tout ce processus-là. Et Yvon Robert est un héros là, pour les Canadiens français, comme on disait. Le territoire prend beaucoup, beaucoup de place. A des liens étroits avec le territoire de Boston, où Robert, d'ailleurs, va être champion. Et très, très prospère durant de très longues années, avec surtout l'arrivée de la lutte à la télé, le mercredi soir en direct du Forum de Montréal avec Michel Normandin. Et ça va marquer toute une époque parce que la lutte est un spectacle facilement transposable à la télé, surtout avec peu de moyens.
Bon, on connaît tous le trait de nos personnages, de nos héros, de nos vilains, comment ça fait l'exutoire pour tout le monde à cette époque-là. Il y a des magnifiques images là, d'époque où on peut voir là, monsieur, madame, là, habits, cravate, la grande robe, les chapeaux, les bijoux, puis tout. C'était une grande sortie. Là. C'était le théâtre populaire. La lutte, dès cette époque-là, connaît de très, très grands succès au Québec et un des territoires les plus importants. Lou Thesz va venir défendre la ceinture ici. Édouard Carpentier va arriver de France. C'est ça. Le territoire mais comme toute bonne chose, ça a une fin. Et comme mais avant que tu parles de fin, je veux savoir, en même temps, quels étaient, en Amérique du Nord, les autres marchés importants? J'imagine New York, Toronto. Ben, c'est sûr que tu as toujours New York, hein, qui est toujours un gros marché. Même avant là, la mainmise complète de Vince McMahon Senior. On a toujours Los Angeles, Californie, qui était un assez important territoire. Toronto était important, mais un petit peu plus tard, malgré qu'il y a quand même Whipper Billy Watson à Toronto qui va devenir champion du monde de la NWA. Mais Toronto est un autre gros marché de lutte. Mais certainement que peu importe les époques, on peut dire que Montréal et Toronto sont les deux plus grands marchés du Canada. Montréal était parmi les plus grands marchés à cette époque-là. Tout le monde voulait venir lutter à Montréal pour Eddie Quinn. Les foules, le stade de Lormy. Il y a peu d'histoires de territoires qui ont autant de succès que Montréal dans cette période-là. La période d'âge d'or d'Yvon Robert. Et tout le monde veut en faire partie. À un point tel que quand Eddie Quinn permet qu'Édouard Carpentier, par exemple, devienne champion de la NWA, soudainement, Eddie Quinn change d'idée. Là, il dit, je ne peux pas laisser partir Carpentier, j'en ai besoin. Parce que champion du monde NWA, Carpentier n'aurait pas été aussi souvent dans la province. Ça va donc créer toute une controverse. Il y a Chicago, qui est un gros marché de lutte également aux États-Unis à ce moment-là. Encore à ce jour, d'ailleurs. Chicago est une très, très bonne ville de lutte. Et là, on se retrouve fin quelle année à peu près? Mi-60. Mi-60, OK. Mi-60. Et là, ben, la lutte, il y a beaucoup de vagues. Il y a des vagues, il y a des montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. Ça vient avec les vedettes et les lutteurs. Si tu ne renouvelles pas tes stars à un moment donné, tes stars vieillissent, ton audience vieillit. Faut que tu entretiennes ça constamment. Et bon, là, on va connaître plusieurs années de vaches maigres avant le retour de la lutte avec Johnny Rougeau, avec les As de la lutte, qui va relancer la lutte, qui va obtenir un contrat de télévision. Le beau jeune premier, le beau Johnny Rougeau, qui attire autant les hommes par ses prouesses que les femmes par son apparence galante. Donc, c'est un... Encore une fois, on vient encore, hein, c'est la vedette qui transporte le tout. Et là, les années 70 vont être pleins de succès. On va avoir même une compagnie rivale avec la lutte Grand Prix qui va faire exploser le territoire. 2 millions de spectateurs par semaine à la télé, 2 émissions de lutte. Les compagnies qui vont au Stade Jarry puis qui battent les 24 000 personnes, puis là, l'autre frise le 30 000, puis on va connaître un 2 ans hors du commun. Au Québec, ça va lancer la carrière du Géant Ferré. Mad Dog Vachon va revenir finalement au Québec. On va la grande rivalité des Leduc et des Vachons, que les gens qui l'ont connu se souviennent encore. Notre équipe de vrais frères contre notre équipe de frères lutteurs transformés, mais qui a marqué toute une époque. Et le territoire fait parler de lui beaucoup à cause du GM, bien sûr, puis par les foules, puis les succès de cette époque-là. Et le territoire, au travers de tout ça, demeure un des rares territoires totalement indépendants, qui n'est pas un membre de la NWA. Quoique Johnny Rougeau envoyait souvent un représentant lors des réunions de la NWA. Donc, sans être un membre officiel, il était du moins dans le giron, si on veut. Il y avait au Pro Wrestling Hall of Fame à Amsterdam, à New York, qui est maintenant au Texas, il y avait le plan du plancher. Puis sur ce plan-là, c'était indiqué Ann Schmidt, Johnny Rougeau's Territory ou quelque chose
Montréal, quelque chose comme ça. Donc, Anne Schmidt, qui était un ami, Guy Larose, qui était un ami de la famille Rougeau, était C'était mon lutteur préféré. Ton lutteur préféré. Donc, c'est intéressant. Tu es en train de me dire que c'était pas son vrai nom, toi, là? Non, monsieur! Ben, écoute, je pense que c'est ça. Oh non! C'était pas une... Allez coucher les enfants. Désolé, je t'ai coupé. Pour ne pas leur faire de la peine de savoir qu'Anne Schmidt s'appelait en réalité Guy Larose. Mais bon, tout ça pour dire que le territoire connaît donc encore une fois des grandes années à cette époque-là, avec Johnny Rougeau d'un côté, les Vachons, le Géant Ferré de l'autre côté. Malheureusement, comme encore une fois, toute bonne chose a une fin. Beaucoup de chefs dans la cuisine. Bonjour les amis, je suis le chef Gros-Lot. Du bon manger, je suis le cerveau. Mais on me pose toujours la question, quelle est la recette du Castillon? Beaucoup de rivalité. Souvent, ce qui arrive quand il y a un grand succès, ben, il y a à un moment donné, on frappe le sommet, puis après qu'on a frappé le sommet, il reste juste la possibilité de redescendre. Mm-hmm. Donc, on va connaître encore des années de vache maigre au Québec à cette époque-là, jusqu'au début des années 80, quand Gino Brito va hériter du territoire de son père et va faire un deal avec Vince McMahon Senior pour que Frank Valois devienne un partenaire dans le territoire, ainsi qu'André Ossimoff, le Géant Ferré. Et là, on va avoir les promotions Baroussac qui vont quand même rusher un petit peu au début. Si on écoute Gino, là, la première année, 1980, ça a été difficile. Sans être plus proche de passer de la clé dans la porte, il a fallu mettre beaucoup de sous dans la machine avant que finalement la machine débloque. Mais quand ça a débloqué, on va connaître de 81 à 86 5 grosses années de lutte à Montréal. Qui vont être interrompus, bien entendu, par l'expansion nationale de la WWF, qui va tout de suite voir Montréal comme un endroit, justement, où on peut venir une fois par mois au Forum de Montréal et mettre beaucoup de gens. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est de s'assurer des services des frères Rougeau, Dino Bravo, Ricky Martel, puis on a pas mal de territoire dans la poche. Et c'est un peu la stratégie que Pat Patterson va employer. C'est ça. Je voulais t'amener Pat Patterson. Puis que c'est relativement simple de prendre le contrôle de la place parce qu'il vient de passer lui-même au début des années 80, 2 ans peut-être, in and out à travailler avec l'Office de Montréal, puis à faire un retour chez lui pour la première fois depuis son départ. Et d'ailleurs, c'est la carte qu'ils vont jouer. Ils savaient que ces gars-là seraient importants pour eux, que ces gars-là feraient une différence à Montréal dans le territoire, puis que c'était des bons travaillants qui pouvaient être des très bons joueurs ailleurs dans le système. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Mais lutte internationale ne se relèvera jamais de perdre back-à-back les Rougeau, Dino Bravo, Ricky Martel, parce qu'il n'y en a pas de star locale après. Tu sais, n'en déplaise à Gino Brito Jr. et Richard Charland. Ces gars-là n'étaient pas positionnés. On s'est fait un peu surprendre et c'était peut-être les plus proches de pouvoir prendre ce rôle-là. Et ça se passe beaucoup trop vite pour qu'ils puissent grandir dans ce rôle-là. Et par conséquent, eh bien, le territoire va s'éteindre en de façon définitive, en fait, pour être repris par la WWF. Et là, le territoire va être très, très important, très, très longtemps pour la WWF. En fait, on peut même dire là, que jusqu'à l'époque des Québécois et même là, le combat entre Jacques et notre ami PCO, qui va remplir le forum pour le premier match de retraite de Jacques Rougeau. Le territoire se démarque. À cette époque-là, l'époque où on fait le sale comble à Montréal, il n'y a aucun autre endroit dans le territoire de la WWF qui fait autant de succès et qui remporte autant d'argent que Montréal avec les Québécois. Ouais. C'est vraiment, là, c'est l'époque où Vince mange de l'argent ailleurs, mais fait des profits à Montréal. Oh, OK. Donc l'impact du marché était prédominant, là. Ben oui, puis quand Jacques va quitter pour la WCW, c'est Joanne Rougeau qui va prendre
les rênes du territoire comme promoteur. Puis, on va aller à Valleyfield, on va aller à Trois-Rivières, on va aller à d'autres villes que Montréal, on va faire de l'argent au Québec. Le produit est hot, les gens aiment la lutte, les gens ont toujours aimé la lutte à Montréal. C'est toujours les décideurs qui n'ont pas toujours aimé la lutte et qui n'aiment toujours pas la lutte à ce jour, mais les gens aiment la lutte. Il suffit simplement de leur donner un produit de qualité, puis les gens vont être là. Et c'est ce qui va se produire dans ce temps-là. Là, ce qui se produit depuis ces années-là, bien sûr, il y a eu la Monday Night War, il y a eu toutes sortes d'événements majeurs comme la fin de la WCW, la disparition de la lutte en français au Québec durant très longtemps du côté de la WWF. Ce qui fait que on connaît, comme avec tout le reste des grandes villes, la WWF a atteint avec le network et avec les deals pour Fox et Peacock et USA Network, où la télévision est l'endroit principal qui fait des sous. À l'époque où Pat Patterson prend à Montréal, on est là une fois par mois, voire une fois aux 3 semaines au Forum, c'est les house shows. Quand il y a un show à Montréal, il y en a 3 autres minimalement ailleurs en Amérique du Nord. Je veux dire, aujourd'hui, ça n'existe plus. Là. Quand il y a 2 shows le même soir, c'est parce qu'il y a un Raw et un SmackDown. Moi, j'étais présent quand Macho Man luttait ici en début d'après-midi et ailleurs en soirée. Oui, c'était fréquent. Là. Et quand je dis ailleurs, je ne parle pas de Valleyfield. Je parle de Toronto, Boston, New York, whatever. Là. On rush à l'aéroport pour embarquer dans un avion pour pouvoir être à temps pour le main event à l'autre place. Et ça, c'est fréquent. Là. Il y a des histoires là, classiques. Là. Barry Windham qui dit à Mike Rotendo dans le taxi, moi, je m'en vais chez nous, bonne journée, en plein milieu de la tournée, parce que là, ça fait 28 jours qu'il est sur la route, puis il n'est plus capable, puis qui donne sa démission. Jack Briscoe qui dit à son frère, je prends ma retraite, tu lui diras bonjour de ma part, parce que c'est tellement de travail. Puis bon, que ce soit les Rougeaux ou Martel, c'est ça, c'est 28 jours consécutifs souvent sur la route. C'est excessivement difficile. Mais l'argent venait de ces shows-là. Aujourd'hui, l'argent vient des contrats de télévision, ce qui rend chaque marché moins important parce que le marché global de satisfaire notre diffuseur qui est important pour eux. Et c'est de là que des millions de dollars proviennent. On est un peu là, comme les droits de télé de la NFL ou de la NHL, ou etc. C'est le contenu télévisuel que la WWF peut soumettre. Ça ne veut pas dire que Montréal n'est pas toujours un bon territoire. Il y avait plus de billets vendus pour le gala à la Place Belle que pour le Madison Square Garden. La même fin de semaine. Parce qu'à Montréal, on a encore des stars locales. On a Sami Zayn, on a Kevin Owens. Et quand nos héros reviennent à Montréal, on aime aller les encourager. Mais ce qui fait que à beaucoup d'autres endroits, oui, on est Team WWE peut-être, mais justement, il n'y a pas cette même appartenance-là à la fédération locale. C'est pas une fédération locale. Et donc, Montréal n'est pas seul dans cette situation-là. Beaucoup d'autres villes se sentent beaucoup moins d'appartenance aux lutteurs et à la fédération. Ce qui explique un peu là, les changements de pouvoir dans le monde de la lutte. Là, parce que si on prend All Elite Wrestling, qui ont rempli le Arthur Ashe Stadium à New York, facilement, sont en train de se bâtir un peu cette réputation-là là, de home team, là, ou de nous, on vous donne ce que vous aimez là, à l'amateur de lutte pure, ou à l'amateur de lutte. Je me souviens d'une autre époque où justement, il y avait plus d'émotions puis qu'on était moins un produit télévisuel à vendre. Donc, de ce côté-là, ça demeure à surveiller. Dans la lutte, on arrête de grandir quand on arrête de regarder ce qui se passe puis on arrête d'apprendre parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui change. Il y a tout le temps des choses, fait qu'il faut toujours être à l'affût. Donc, en ce moment, on est dans une période un peu moins importante pour les villes ou les territoires, mais c'est pas dit que ça ne changera pas selon comment les choses vont se développer dans l'avenir. Et la raison pour laquelle je voulais faire un épisode sur le marché de Montréal, c'est dans mes souvenirs, que ce soit WWF, que ce soit WCW,
chaque fois, parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues, comme tu sais, il y a d'autres fois que c'était moins d'entrevues, mais quand je discutais avec les lutteurs et que je disais que je venais de Montréal, il y avait de quoi qui se passait, là. Il y a toujours des excellents souvenirs avec Montréal. Donc, le meilleur point d'approche pour les plus anciens, c'est le smoke meat. Ouais. le célèbre smoke meat de Montréal et chez Paris. Oui, monsieur. Donc, ça, c'est les histoires d'après-route. Je me souviens, Réal Pigeon partait avec l'Undertaker. L'Undertaker luttait de bonne heure au Colisée de Québec pour pouvoir être de bonne heure chez Paris à Montréal ou au Solid Gold. Donc, c'est comme Montréal était une ville un peu hors du commun en Amérique du Nord. Il y avait le fait français, oui, mais il y avait beaucoup de divertissement pour les lutteurs, beaucoup de choses qui ne sont pas habitués de. Pour eux, souvent, entre Chicago, New York, Lexington, Tennessee, puis Nashville, puis Tampa Bay, puis tout ça, c'est tout du pareil au même. Venir à Montréal, ça avait un petit cachet particulier parce qu'il y avait du plaisir. Souvent aussi, justement, à cause de nos Québécois, il y avait des très bonnes foules à des époques où il y en avait moins des bonnes foules. Et des réactions aussi totalement hors du commun. Je veux dire, le combat entre Jacques Rougeau et Pierre-Carl Ouellette, nous, dans notre livre, la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui raconte toute l'histoire de la lutte au Québec, si vous voulez en savoir plus, on appelle ça, comme à l'époque d'Yvon Robert. C'était comme ça. Là, en plus, c'est un perfect storm qu'ils appellent ça en anglais. C'était la grève au baseball, la grève au hockey. Il ne se passait absolument rien. Tous les journalistes sportifs de Montréal ont couvert l'événement à la télé, dans les journaux. Régent Tremblay, Bertrand Raymond, ringside, pour couvrir le combat en direct à la radio. C'était fou, là. La perfect storm pourrait être tous les morceaux du casse-tête qui tombent au bon endroit. Oui, exactement. Et ça a été de toute beauté, là, cette situation-là. Là. On y croyait. Là. C'était présenté juste avec assez de « Ouais, ben Jacques, il m'a aidé beaucoup, mais moi, je veux pas être juste avec Jacques. » Puis Pierre-Carl Ouellette, il m'a poignardé dans le dos, il m'a laissé tomber. Il y avait de la vraie émotion dans ça. Et ce fut un magnifique moment dans l'histoire de la lutte au Québec. Donc, c'est ça la beauté du territoire de Montréal. Puis les lutteurs étaient toujours surpris un peu de ces succès-là à Montréal, parce que souvent, c'est pas tous les Québécois qui avaient la même plateforme hors Québec. Mais à Montréal, les gars livraient la marchandise, puis la foule était présente au rendez-vous. Bertrand Hébert, toujours si intéressant et à titre de fan de lutte, on peut être content de vivre et d'avoir vécu dans le marché de Montréal. Oui, c'est un des plus beaux marchés de lutte au monde. Et on espère que ton fils en fera partie encore plus, refera renaître ce marché. Ben, espérons-le. Ou du moins que le marché lui donne beaucoup d'amour. Oui, exactement. C'est déjà bien parti. Merci, mon Bert. Merci. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop.
Quand on parle de son fils, on parle bien sûr de Zach Patterson, que vous commencez à voir de plus en plus sur la scène indie. Et quelle leçon d'histoire de la part de Bertrand. Et celui qu'on appelle l'historien maintenant va suivre et aller un petit peu plus loin dans le calendrier, bien plus près de nous, plus près des décennies 90, 2000, 2010. Et pourquoi qu'aujourd'hui, le marché de Montréal a un peu perdu du sunshine. On écoute Pat Laprade. Mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, et j'aimerais lui dire encore une fois un gros merci pour sa générosité. C'est mon ami Pat Laprade, le danseur qui a charmé ses dames au mariage de votre humble serviteur. Wow, des beaux souvenirs, ça. Merci de me rappeler tout ça. Marc, toujours un plaisir de jazz et de lutte. T'es le John Travolta de la lutte québécoise. Hey, les compliments n'arrêtent de pleuvoir. Écoute, la première fois qu'on me le sort, celle-là, John Travolta. Bon, tu vois, le coyote, à un moment donné, c'est assez. Ben, à un moment donné, hein? Dis-moi, Pat, l'épisode, la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, c'est sur l'importance et je devrais peut-être ajouter le déclin de l'importance du marché de Montréal dans le monde de la lutte. Pas besoin de te dire que j'ai commencé ma carrière en 1986. La WWF venait à tous les mois ou presque. C'est même un peu plus, des fois aux 3 semaines à Montréal. La WF était à Valleyfield, à Québec, je me souviens, je pense que c'était à Shawinigan. Et quand je voyageais et que je disais aux lutteurs ou aux gens impliqués dans le monde de la lutte aux États-Unis que je venais de Montréal, il y avait un lien qui était... Il y avait comme... Tu sentais qu'il y avait un respect pour la ville. Toi, parce que comme je t'ai dit tantôt, Bertrand, ton ami Bertrand, notre ami Bertrand, a beaucoup touché la période de 1700 à... Ben, c'est les années qu'il a connues, Marc. C'est ça. C'est pour ça qu'il reste dans la ville fantôme de Beauharnois. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Beauharnois, quand tu t'en vas là-bas, quand tu penses que tu t'es perdu, c'est une demi-heure plus loin. Mais oui, ben écoute, tu sais, la WWF à l'époque, il faut se remettre en contexte. Hein? Vince McMahon, dans les années 80, fait vraiment une invasion. Il essaie vraiment d'aller chercher tous les marchés parce qu'avant l'arrivée de Vince McMahon à la tête de Vince McMahon Jr., oui, à la tête de la WWF, ça marchait par territoire, puis on essayait de respecter ses limites. Montréal, la promotion de Montréal ne faisait pas un show à Toronto, puis Toronto ne faisait pas un show à Winnipeg. Donc, c'est la même chose aux États-Unis. Là, Vince McMahon, lui, il a l'idée de rendre ça national. Il a l'idée de s'étendre partout en Amérique du Nord pour commencer, mais évidemment, il va finir par conquérir le monde, comme on le sait. Donc, le marché de Montréal est à ce moment-là un des gros marchés du monde de la lutte professionnelle et un marché de Vince a dû travailler fort pour obtenir. Vince, habituellement... Avant que tu ailles plus loin, oui. Quand tu dis un des marchés forts, oui. Quels sont les autres? Toronto, Saint-Louis, New York, Chicago, LA. C'était pas mal les gros territoires, les grosses villes de lutte qu'il y avait à l'époque. Donc, pour venir à ce que je disais, c'est que la WWF, à ce moment-là, a travaillé fort pour rentrer, comme on dit, à Montréal, plus que dans certaines autres villes. Ce que Vince faisait habituellement, c'est qu'il arrivait dans un nouveau territoire, il prenait il prenait le plus gros aréna, il prenait les vedettes locales
et il prenait également la télévision. Alors là, ben, si tu habites, je ne sais pas moi, si tu habites à Calgary, puis que tu veux voir les vedettes locales que tu es habitué de voir, puis il y avait ça à Calgary, Minneapolis, Mid-South, ben, si tu voulais voir les lutteurs que tu étais habitué de voir à ta télévision, ben là, il était rendu avec la WWF. Fait qu'il fallait que tu ailles voir un show de la WWF, il fallait que tu écoutes l'émission télé de la WWF. À Montréal, ça a été un petit peu différent. Je t'explique, c'est qu'à Montréal, Vince avait essayé en 84 de venir ici et le forum, les portes lui étaient complètement fermées parce qu'à ce moment-là, c'est le Canadien de Montréal qui s'occupe de booker le forum et on est satisfait, on a Lutte internationale qui est là, qui roule bien, qui roule fort, qui remplit le forum une fois par mois, une fois par 6 semaines et on ne veut rien savoir de le louer à une autre organisation. Et là, Vince, lui, décide de faire des shows à l'Auditorium de Verdun, 2 shows qui ont plus ou moins marché. Et avec Hogan en plus. Je ne le savais même pas, ça. Ah non? Wow! OK, ben ouais. non. Oui, Wow. ouais, c'est Pat qui est là. D'ailleurs, à un moment donné, Jacques et Raymond Rougeau avaient quitté l'international. Des promesses leur avaient été faites qui n'avaient pas été tenues, puis ils avaient décidé de prendre une pause. Et Jacques va lutter d'ailleurs sur un de ces 2 shows-là pour Vince à l'Auditorium de Verdun. Mais Hogan est là pourtant, là, et les fans ne sont pas tant au rendez-vous. Ça, c'est 84. Mai-juin 84, c'est Hulkamania, c'est relativement récent avec la WWF. Là, Hogan a gagné le titre en janvier. Donc, tu sais, ici, la télé, je ne me trompe pas, il n'y avait pas encore la télé. Je pense qu'ils ont obtenu la télé justement à la fin de l'année 84. Donc, il n'y a pas de télé en français. Internet. On s'entend. Il y a encore moins d'Internet. Et Hogan, comme je te disais, Hogan est relativement nouveau encore là, dans le giron de la WWF, ou en tout cas comme champion du monde. On revient à la charge une année, un petit peu plus qu'une année après, en 85. Et là, finalement, la WWF revient au départ au Colisée de Québec. Donc, commence à faire des shows au Colisée de Québec. Et s'entend finalement avec le forum, Ronald Carré et Serge Savard, qui leur dit, ben, si vous voulez rouler au Forum de Montréal, entendez-vous avec Gino Brito et Frank Valois, puis Lutte internationale. Donc, on arrive à s'entendre pour faire des shows conjoints. Du mois d'août 85 à janvier 86, il y a une série de shows conjoints qui se fait. Et là, ben, Vince McMahon, une fois qu'il a le pied dans une place, ben, tu le sais, hein, c'est pas long que l'autre pied suit puis qu'il prend le contrôle. Et c'est un peu ce qui arrive après le show de janvier 86 où on fait un échange. Il y a vraiment eu un échange comme un peu on voit au hockey. C'est-à-dire la WWF a échangé le Colisée de Québec à Lutte internationale contre le Forum de Montréal. Donc, Brito et Valois ne pouvaient plus utiliser le Forum, mais en contrepartie, la WWF ne pouvait plus utiliser le Colisée de Québec. Évidemment. C'était pas un bon move de la part de la gang de Québécois. Oui, mais à ce moment-là, les Rougeaux s'étaient déjà entendus qu'ils partaient, qu'ils s'en allaient avec Vince. Puis je pense que, Brito et Valois ont essayé d'obtenir quelque chose au moins parce qu'ils savaient que c'était inévitable. La production de la WWE. Là, on est en 86. Hein? Donc, on est quasiment 2 ans après l'Auditorium de Verdun. Hogan est une grosse vedette. Les WrestleMania ont débuté. En 84, il n'y avait pas encore de WrestleMania. Hein? C'était autre chose. Donc, tu sais, la WWF, elle est vraiment ailleurs. Puis je pense qu'on a essayé de sauver les meubles plus que d'autres choses. Et bien, évidemment, l'année 86, c'est l'année également, plus tard dans l'année, à l'automne, où Bravo, Martel, King Tonga, Frenchy Martin, tout le monde s'en va avec la WWF. Mais tout ça pour dire qu'ils ont dû travailler fort. Vince a travaillé fort pour l'obtenir, ce territoire-là. Des shows conjoints, il n'y en a pas eu avec aucun autre territoire. Donc, à un moment donné, ben, je pense qu'il a considéré Montréal comme une ville importante, justement parce qu'il avait travaillé tellement fort pour qu'il voulait que ça lui rapporte. De là, ben, presque une fois par mois, comme tu le disais,
on venait faire des événements ici. On utilisait beaucoup de vedettes locales, évidemment. Mais on utilisait les Québécois qu'on avait signés, mais on utilisait aussi beaucoup de Québécois en sous-carte. Et puis, évidemment, il y avait Patterson, mais on aura vu Mad Dog Vachon qui va avoir fait un petit retour là. Tu as Pat qui a fait des batteurs royales également. On utilisait beaucoup l'aspect local. Ça, c'est Richard Charland, entre autres. Richard Charland, oui. Donc, ça, c'est beaucoup grâce à Pat Patterson, parce que Pat connaissait le marché à l'époque. Puis, il voulait s'assurer que, c'est dans ces années-là aussi qu'on a vu le brunch du rêve du Québec et tout ça. Simmania 1, l'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai aux commentaires live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Fast forward quelques années. La WWF vient, mais peut-être pas, début 90, même pour elle, son produit est un peu moins, attire un peu moins les regards. Il commence Raw en 93 et en 95, c'est l'arrivée de Joanne Rougeau. Et là, avec Joanne Rougeau comme promotrice, on est revenu à justement mettre l'importance sur l'aspect local. Écoute, au Survivor Series, le Montreal Screwjob, c'est Albert Di Fuccia, le neveu de Gino Brito, qui anime. C'était même pas un annonceur anglophone strictement de la WWF. Et là, on commence à faire des tournées en région. Tu le mentionnais, Shawinigan, Trois-Rivières, Valleyfield, c'est moi qui animais. Valleyfield. C'est ça, exactement. Toi, tu es là, tu es impliqué à ce moment-là, tu animes. On utilise beaucoup l'aspect local, puis même, avec le décès de Scott Hall récemment, ça nous a rappelé qu'il y a même eu des changements de titre. Montréal, Scott Hall avait gagné le titre intercontinental à Montréal, puis il l'avait perdu à Trois-Rivières. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu un changement de titre à Trois-Rivières. Donc, l'importance de Montréal, elle vient de là, elle vient du fait que Vince a dû travailler fort pour l'obtenir et il voulait s'asseoir rentable. Et il veut pas, avec des personnes comme Patterson, des personnes comme Joanne qui connaissaient bien le marché québécois puis qui pouvaient guider Vince là-dedans, à ce moment-là, le Québec a pu en profiter jusqu'au moment où on décide de ramener la promotion à l'interne et d'arrêter d'avoir un promoteur local. Et on le ressent, ça, Marc. On le ressent aujourd'hui qu'il n'y a pas de promoteur local parce que, je me rappelle encore, il y a quelques années, Kevin Owens et Sami Zayn sont sur un show à Montréal, puis ils ne sont même pas sur le poster. À quel point on ne comprend plus le marché maintenant. C'est ça. Et j'imagine, Pat, que l'arrivée de Raw et SmackDown et que tout le focus est mis sur la télé, ça doit avoir tué le marché des house shows qui étaient si populaires. C'est sûr que ça a changé la donne parce que là, tu avais... avant ça, tu as toujours eu des émissions de la WWF à la télévision, mais c'était souvent une vedette contre un jobber. Si tu avais deux vedettes qui s'affrontaient, c'était spécial. Les Saturday Night Main Event étaient spécial pour ça, mais c'était à l'occasion. Le Raw et par la suite SmackDown, ça a commencé justement où on avait des vedettes qui s'affrontaient constamment à chaque semaine. Donc, c'est sûr que ça a changé. Ça a changé la façon de bâtir tes tournées, de bâtir tes shows, parce que là, tes fans sont habitués de voir des vedettes s'affronter. Et puis, avec les années aussi, je pense que Vince McMahon a fini par
trouvait ça un peu plus compliqué venir au Canada. D'un, c'est moins payant pour lui. Veut À pas, cause du taux de change. à cause du taux de change. Tu sais, un 7 000 personnes au Canada, s'il veut que ça revienne à la même chose qu'un 7 000 aux États-Unis, mais il faut en avoir peut-être 2 000 de plus ici. Donc, puis bon, traverser les frontières, tout ça, c'est toujours les papiers, tout ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Ce qui fait que Vince, maintenant, vient peut-être une dizaine de fois au Canada dans une année. Et des fois, les gens critiquent un peu, ils ne viennent pas souvent à Montréal, pourtant on a des Québécois sur la carte. Oui, mais la WWE, c'est autre chose maintenant. C'est une compagnie mondiale qui ne peut pas commencer toujours à se préoccuper d'un marché local. Ils peuvent le faire à l'occasion, mais c'était comme on a critiqué, pas moi, mais des gens ont critiqué que Sami Zayn avait perdu son titre intercontinental 2 jours avant de venir à Laval. Mais de perdre le titre, c'était pour monter son match puis d'annoncer son match à WrestleMania contre Johnny Knoxville. Il y a des choses plus importantes entre annoncer un match pour WrestleMania à une date prévue et un house show à Laval un dimanche soir du mois de mars. Il y a des priorités. À un moment donné, il faut comprendre cette réalité-là également. Il fut une époque où ça aurait peut-être été différent. Mais là, on n'est plus à cette époque-là. Et si, en terminant, je te demande des événements marquants, autant à la télé, autant, c'est sûr que tout de suite, on pense Montreal Screwjob. C'est sûr. Et tantôt, avant d'appuyer sur le bouton record, on parlait des ovations à Hogan. Tu me disais qu'il y en avait eu 2. Il y en a qui me parlent d'un événement Handsome, ton ami Handsome, qui est une connaissance pour moi. Ça, c'est c'est plus que chier! A mentionné qu'à un des shows qui n'était pas, je ne sais pas si c'était un Raw, mais il avait été, le souvenir qu'il y a, c'est une promo de John Cena qui était, le monde était négatif, puis il les a revirés, c'était un moment marquant pour lui. Mais toi, si tu avais... à part le Montreal Screwjob, y a-tu un ou 2 autres événements qu'aux États-Unis, le monde va dire « Oh yeah, I remember that ». Écoute, c'est sûr que le Raw après WrestleMania 18, qui est arrivé en mars 2002, donc il y a 20 ans, c'était, WrestleMania 18, on se rappelle, c'était le Rock contre Hogan. À la fin du combat, tu as Nash et Hall qui se revirent contre Hogan parce qu'Hogan a sympathisé avec le Rock après son match. Hogan, la foule de Toronto le vire complètement babyface. Donc, il arrive le lendemain à Raw et la foule, elle est en feu. On a Hogan de retour à Montréal après, en fait, la dernière fois qu'il était venu, c'était 80, on est en 2002, donc c'est 97, son match avec Jacques Rougeau. Mais Hogan à la WWE à Montréal, ça ne s'était pas vu depuis le début des années 90. Donc, la foule, elle est complètement, comme tu dirais, de foule. Is in the liar. La foule is in the liar, exactement. Donc, pour vrai, ça. Je vais juste arrêter, c'est the full is in the foule. OK, je m'excuse. en anglais, là. Avec l'Institut linguistique, c'est si facile d'apprendre l'anglais. 254-6011. Ben oui, non, t'as raison. The full is in the liar. Je vais essayer de m'en souvenir la journée que je te ferai un hommage à la télévision. Donc, c'est ça. Donc, on ouvre le show avec Hogan, Rock et une confrontation avec Nash et Hall, puis ça a été la finale du Raw. C'est des souvenirs que n'importe qui était présent ce soir-là, puis aussi à la télévision, parce qu'Hogan reçoit une très, très grosse ovation. Les gens se mélangent souvent, par contre. Ce n'est pas l'ovation monstre qu'on se rappelle d'Hogan. Ça, c'est arrivé quelques mois plus tard. Il est revenu parce que là, au Raw d'après WrestleMania, il était encore en noir. Il y avait les couleurs de la NWO, mais il n'y avait plus le logo de la NWO, mais il était encore en noir avec son bandana noir et tout. Là, il revient en rouge et jaune quelques mois plus tard avec SmackDown et c'est là qu'il reçoit une ovation qui le prend lui-même par surprise. Puis sur le DVD, un des DVD que la WWE avait fait avec Hogan, il en parle de ça, il n'en revenait pas. Il y a un lien spécial entre Montréal et Hulk Hogan qui est probablement Hulk Hogan est le plus gros babyface à ne pas venir de Montréal dans l'histoire de la lutte.
au Québec. Tu sais, elle n'a pas venu du Québec, mettons, je ne veux pas dire Montréal, mais le nom québécois le plus populaire de l'histoire de la lutte au Québec, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, puis ça en a été une preuve. Le Raw d'après Mania aussi, Marc, c'est les débuts de Brock Lesnar. Les débuts de Brock Lesnar avec la WWE, accompagné de Paul Heyman. Donc, ça aussi, d'ailleurs, il y a une grande photo de ça au Centre Bell dans les événements là, qui ont marqué l'histoire, la petite histoire du Centre Molson / Centre Bell. Donc, ça, c'est un autre événement qui a vraiment marqué. Évidemment, moi, je me souviendrai toujours dans les dernières années, un house show où c'est Kevin Owens contre Sami Zayn. Tu sais, c'est nos deux Québécois qui nous représentent si bien, qui s'affrontent. Puis à Montréal, c'est spécial. Ça, au Québec, quand deux, tu sais, les Stéphane Ouellet, Davey Elton, quand tu as deux Québécois comme ça qui s'affrontent, on est au rendez-vous, on aime ça. Jean-Pascal avec Lucien Boutet, tu sais, c'est des confrontations qu'on aime. Donc là, imagine, tu sais, ces deux gars-là luttaient au Bogays World devant 30 personnes des fois, puis là, il arrive au Centre Bell, c'est quelque chose de spécial. Puis une petite dernière, bien, c'est sûr qu'on parlait de changement de titre tantôt. Quand tu fais un changement de titre, puis tu fais gagner le gars local à la télévision, ça crée toujours des moments spéciaux. Puis bien, ton partenaire de longue date, Sylvain Grenier, a gagné les titres par équipe avec la Résistance à Montréal, puis il a été célébré dans la foule. Veux pas, tu regardes ça, tu es américain, tu es canadien-anglais, tu regardes ça à la télé, tu réalises que ça rend le moment encore plus spécial. Tu ne peux pas le vivre comme un Québécois va le vivre, mais tu vois qu'il se passe quelque chose de cool à la télé. C'est vraiment nice de voir ça. D'ailleurs, c'était la même date qu'Handsome GF avait reçu son dark match. Il avait fait un match à Sunday Night Heat avec Eric Mastrocola. Tu vois comment tout est dans tout. C'est trois de tes meilleurs amis. Ben oui. Écoute, Pat, un gros merci et continue ton excellent travail et vraiment, vraiment content quand j'ai des thématiques et que je dis, il faut que Pat soit là pour m'en parler. Je l'apprécie énormément, mon chum. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Bon succès avec ton podcast. Marc, continue, lâche pas. Puis on va se voir bientôt. À Poughkeepsie. Oui. Je vais être là. À New York et je te donnerai d'autres détails de Simmania 1. Absolument. Merci, Marc. Salut, mon Pat. Ciao. Simmania 1, l'événement de lutte sera présenté dimanche, le 18 septembre à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Mon retour à titre de promoteur avec plusieurs amis du podcast Sim en action. Je serai aux commentaires live avec plusieurs analystes colorés. Billets disponibles sous peu. Admission générale, VIP près du ring et table VIP de 8 personnes. La quantité est limitée. La vente débute sous peu sur le site lepointdevente.com. Simmania 1. Détails des lutteurs et combats à venir sous peu. Simmania 1, le dimanche 18 septembre. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, c'était Pat Laprade, ton ami le Coyote? Oui, le Coyote. Parce que j'en ai parlé, tu as entendu, j'en ai parlé du Coyote, parce que moi, je le surnomme le John Travolta de la lutte, parce qu'au mariage, les femmes n'arrêtent pas de me dire comment c'était tout un danseur. Ah oui, tu as eu des échos du mariage? À chaque fois, je vois les chums de ma blonde, de ma femme, de mon épouse, et non de ma copine. Faut pas que je dise le mot copine. Parce que Jazz est à l'écoute, on la salue. Elle n'aime pas ça, le mot copine. OK. Non. Et c'est ça, il me parle toujours de... As-tu des nouvelles de Pat, le danseur? Oh. Pat, le Coyote. Oui. En tout cas, fait qu'écoute, j'ai découvert des choses que je savais pas. Moi aussi. Sûrement toi aussi. Oui. Le marché de Montréal, ça a toujours été vraiment spécial. Oui. Malheureusement, la télé fait, entre autres, que ça c'est plus ça. Mais... Tu me disais tantôt, toi, comment que des fois, on est bon à Montréal pour scraper des histoires. Oui, mais moi, de la perspective d'un fan, je me rappellerai toujours, j'ai pas les dates, là, mais c'était Triple H contre Scott Steiner. Triple H était le heel champion, Scott Steiner l'aspirant face, gentil. Mais quand ils sont rentrés à Montréal, les gens applaudissaient Triple H, puis il était en train de huer Scott Steiner. Donc, ça
Ça brisait toutes les histoires, les storylines que WWE voulait compter. Et malheureusement, avec les télés, tellement tout est scripté. Ouais, exactement. Il n'y a plus. Alors, c'est plus ce que c'était. C'était dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Ben oui, parlons de bon vieux temps. Oui. La semaine prochaine, bon ça va être lien, intéressant. Bon oui, lien. c'est bon, on s'en était même pas parlé. L'épisode qu'on pourrait appeler Les Pionniers. Oui, des vieux de la vieille, Ouais, des des vieux de gars la qui ont du vécu. Écoute, il y a des histoires, là. C'est vraiment plaisant. Qui sont les deux invités que tu vas avoir? Il y a Louis Laurence. Qui revient la semaine prochaine. Et l'histoire du spoiler, son personnage masqué. OK. Faut porter attention quand il en parle. C'est vraiment, vraiment chouette, comme dirait mon fils Liam. D'accord. Et l'autre, c'est Régent Desaulniers, qui, il y a quelques mois, a été intronisé au temple de la renommée de la lutte québécoise. Puis ça lui a fait un gros velours. Alors, et toi, je pense que tu as travaillé avec lui? J'ai lutté pour Régent, qui est un lutteur de longue date, puis il y avait sa fédération à Shawinigan, la FCL, Fédération canadienne de lutte, où j'ai été couronné de tous les titres là-bas, mais j'ai lutté pour Régent, vraiment un bon monsieur avec qui je garde de très beaux souvenirs. 81 ans, Régent Desaulniers, et il sera un des deux invités la semaine prochaine, les pionniers de la lutte au Québec. Et sur ce, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs!